Ok. Donc, on va parler de leadership et de management. Et pour en parler, on va utiliser cette structure-là, cet agenda. On va commencer d'abord par les définitions de ce qu'est leadership, de ce qu'est management. On va rentrer ensuite dans les outils qu'on utilise, que ce soit en management, et les différents frameworks. Quand on dit framework, c'est les modèles, c'est les canevas qui sont utilisés lorsqu'on parle de leadership. Ensuite, on va faire une évaluation ensemble. Vu que je n'ai pas pu vous envoyer avant, je vais vous l'afficher et puis on va essayer de répondre aux questions ensemble et on va voir quel est notre style de leadership. Et à la fin, on va faire un croisement entre management versus leadership. Ensuite, la première partie, c'est la partie des définitions. Je pense que les mots leadership et management, on les connaît tous. On a déjà entendu parler de ça. Donc j'aimerais quand même avoir en fait votre avis ou bien votre compréhension. Quand on dit leadership, à quoi vous pensez? Ça vous ramène à quoi? Selon vos propres mots, quelle serait la définition du leadership? Oui, et donc pour moi, c'est la capacité à pouvoir l'idée, à pouvoir prendre le devant en fait des choses dans une organisation donnée. La capacité à pouvoir prendre le devant. Ok. Je vais juste poser une question pour m'assurer qu'il ait bien compris. Est-ce que la capacité, par exemple, à être nommé manager ou bien directeur, ça correspond au leadership? Pour moi, oui. Non. Ah, donc c'est quoi la différence pour toi? Pour moi, en fait, c'est peut-être un aspect que l'on a en fait quand on soit à pouvoir réellement diriger ou mieux prendre le devant des choses, peut-être au sein d'une équipe. Merci beaucoup. Ça, tu as pas eu en main? Moi, je pense que le leadership, comme peut-être le guider, un leader qui conduit un groupe. Je pense que c'est je vais au-delà de l'ensemble des moyens ou des techniques qu'on arrive à agencer pour pouvoir diriger un groupe. Donc c'est l'ensemble des moyens, des techniques qu'on agence pour diriger un groupe. Pour Enoch, c'est quelque chose qui est un peu inné, qui fait qu'on a tendance à pouvoir se mettre en avant devant les groupes. Il y a deux mains levées, il y a Mike et Mathieu. Mathieu, vas-y. Oui, bon, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec ce qu'ils ont dit, mais au sens large, je vois le leadership comme la capacité à faire utiliser d'autres personnes une vision qu'on a pour atteindre. On n'existe pas forcément prendre le lead d'une équipe. Dans une communauté, on a une idée, la capacité à convaincre les gens à adhérer à cette idée. Ok, très bien. Donc la capacité à faire en sorte que les autres puissent adhérer à une vision. Ok. Mike? Bon, en somme, ce qu'ils ont dit, c'est déjà le monde complété. C'est-à-dire dans un groupe, je vais prendre l'exemple d'un groupe, c'est la personne qui pourra influencer, guider, motiver et puis booster les membres de son groupe à atteindre des objectifs bien précis. Vous avez de très très bonnes définitions. J'ai une dernière question avant de vous donner la définition que je vous propose. Selon vous, est-ce que Hitler était un leader? Vous connaissez Hitler, non? Oui, Roger. C'était un leader. Un des meilleurs leaders. Ok. Mike? Moi aussi, c'est lui. Oui, c'est lui. leader. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense non? Ok, c'est que je pense que vous avez déjà une très bonne vue de ce qu'on appelle le leadership. Donc effectivement, le leadership, c'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui, d'abord c'est un acteur du changement, et c'est quelqu'un qui affecte plus les autres qu'il se fait affecter par les autres. En réalité, c'est quelqu'un qui, par ses actions, arrive à conduire un groupe, une équipe, une communauté dans une vision, dans un sens. Donc ça se manifeste par un sentiment d'action, parce que le leader va pousser à l'action dans un sens. Et donc ça commence déjà par
également assumer ce rôle. Parce qu'un leader qui n'assume pas son rôle d'être on griffe, la personne qui motive, qui oriente, c'est un leadership qui est tué déjà à la base. Donc il y a plusieurs définitions qu'on a du leadership. On a aussi des définitions dans les business schools comme à MIT. Selon MIT, le leadership, c'est pas seulement emmener les gens dans une direction, mais le leadership, c'est un processus qui va permettre d'identifier, de formuler et de résoudre des problèmes que le système ne va pas résoudre lui seul. Donc c'est-à-dire que cette capacité que le leader a de guider les personnes doit permettre de résoudre des problèmes et de faire avancer l'équipe ou bien la communauté. Donc cette capacité va donner un sentiment d'action aux autres, le sentiment de vouloir faire changer les choses, le sentiment de vouloir être optimiste, de ne pas être dans un système où je me dis ici là c'est comme ça, tout le monde va marcher comme c'est. Le leader quand il vient, il apporte quelque chose de nouveau, il fait passer les gens à une autre étape. Et si vous remarquez bien, la plupart des grands leaders qu'on a vus, ce sont des gens qui ont apporté des visions qui impactaient le monde. Hitler, il a apporté une vision qui a impacté peut-être pas positivement, mais ça a impacté tout un groupe. Même Jésus-Christ, ça a été un leader, parce qu'il a apporté, avec le christianisme, avec tout ce qu'il a apporté, la foi et tout, ça a donné l'orientation. Le prophète aussi, c'était un leader. Donc le leader, à la fin, il a un impact dans sa communauté. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un leader. On a également des personnes dans le domaine professionnel qui en parlent. Donc pour cette personne-là qui est responsable de contenu chez Asana, qui est une grosse boîte américaine, c'est un leader, c'est quelqu'un qui vous aide à comprendre la vue d'ensemble. Quelle est la vision de l'équipe et comment cette vision s'articule avec un ensemble plus large d'objectifs et de missions organisationnelles. Donc le leader, il donne en fait cette compréhension à cette vision qui fait que cette vision, elle est attractive et qui te pousse à l'action. Normalement, le leader, à la fin, il va pousser une action par derrière. Pour moi, être un leader, c'est avoir la capacité d'influencer, de coacher, de mentorer et de guider les autres vers l'accomplissement d'un objectif. Les leaders donnent une vision et leur succès est défini par l'équipe et non par eux-mêmes. Par l'équipe et non par eux-mêmes. Et toujours dans le sens de la définition, je posais la question de la position au niveau de la hiérarchie. Il faut savoir une chose, c'est que le leader n'est pas nommé par la hiérarchie. Ce n'est pas le directeur qui va nommer Junior, par exemple, qui c'est le leader. Le leader, il est reconnu par les gens qui sont autour de lui. Vous allez voir dans des équipes, on a un manager. Mais dans l'équipe, le leader n'est pas toujours le manager. Le leader, ça peut être quelqu'un qui est même en dessous, qui n'est pas manager, mais que tout le monde écoute, que tout le monde suit. C'est-à-dire que quand le manager parle, les autres ne vont pas parler. Mais quand cette personne prend la parole pour dire ok, tout le monde en même temps suit. Des fois, le manager n'est pas le leader. C'est pour ça que Nelson Mandela disait que le leadership, ce n'est pas une position, mais c'est un comportement. C'est la capacité à rassembler, à motiver, à mobiliser les autres pour donner une vie et une aspiration commune. Voilà ce qui est véritablement le leadership. Et ce n'est pas le fait d'occuper un poste. On peut te mettre directeur, mais tu peux être directeur sans être leader de ton équipe. En étant directeur, tu as des leviers. Par exemple, tu peux sanctionner, tu as aussi le levier de l'autorité. Tu as une autorité hiérarchique qui est due à ta position. Mais pour que les personnes soient prêtes à se donner pour toi, pour que le résultat collectif soit bon, ce serait intéressant que tu sois aussi le leader de ton équipe. Donc que tu arrives à les inspirer. Comme ça, quand ils travaillent, ce n'est pas parce qu'il y a le bic rouge, mais ils travaillent parce qu'ils croient en ta vision, tu inspires cette vision-là et tu les motives à l'action. Et donc quand on parle du management, le management c'est autre chose. Le management, c'est un ensemble de techniques et de pratiques qui te permettent d'organiser un service ou bien des tâches. Donc ça correspond à tout ce qui permet de gérer, organiser, prioriser, diriger, contrôler et planifier les activités afin d'atteindre des résultats. Donc par exemple, le management c'est vraiment la base dans l'organisation d'une équipe. Vous êtes 5, on a un résultat à atteindre, toi tu passes là, toi tu passes ici,
vous deux vous êtes là, et à la fin, tout est planifié, tout est carré, on arrive à atteindre le résultat. On a le management opérationnel, donc tout de suite là, sur les tâches qui sont en court terme. On a le management stratégique qui est fait par rapport à des objectifs qui sont à moyen et long terme. Par exemple, je sais que dans mon équipe, dans 2 ans, on est censé passer par exemple sur l'IA. Donc en tant que manager, je vais commencer à dire à mes équipes d'apprendre l'IA. Parce que je sais que dans 2 ans, ceux qui n'auront pas cette compétence ne pourront pas suivre la dynamique. Donc le management stratégique, c'est un peu moyen long terme. Le management opérationnel, c'est le management de tous les jours. La semaine commence, je fais ma réunion avec mon équipe, j'organise les tâches, je vérifie, je contrôle, je corrige, j'oriente. Donc le management c'est opérationnel, c'est de définir les priorités, c'est d'évaluer, c'est de prendre des décisions. On a 2 choses à faire, qu'est-ce qu'on choisit? Le manager tranche. Le leader, quant à lui, il est plus un coach, bien un guide. C'est quelqu'un qui permet de garder un esprit, une vision commune et puis un désir de réaliser la vision commune ensemble. Ça, c'est quelques petites notions qui sont des fois mélangées, qui sont totalement différentes. Donc, être manager, c'est un titre qu'on a, un titre qu'on nous donne, qui est donné par l'autorité. Mais être un leader, c'est un état d'esprit, une attitude. Être manager n'est pas une condition préalable pour être un leader efficace. Tu peux être un leader très efficace sans être un manager. Mais les leaders efficaces sont souvent de bons managers. Parce qu'il va pouvoir convaincre ou bien motiver les gens à faire le travail. Et par derrière, il va organiser. Et donc ça facilite parce qu'il y a la volonté. Parce que tu sais, tu peux faire un travail sans avoir la bonne volonté. Mais tu le fais tout simplement parce que si je ne fais pas, on va me payer. Mais quand tu le fais avec la bonne volonté, le résultat final que tu as, il est plus beau, il est plus parfait. C'est pour ça qu'on dit que les leaders efficaces sont souvent de bons managers. Donc en pratique, le type de manager définit le périmètre du rôle. Mais l'impact sur l'équipe est déterminé par les compétences en leadership. Donc un bon manager peut également développer ses compétences en leadership pour pouvoir ajouter cette corde à son arc et faire en sorte que son équipe soit encore meilleure. Donc en termes de management, nous-mêmes on se manage. Quand tu arrives au bureau le matin, tu as des activités, tu as des tâches. Tu dois rendre un travail. Donc tu dois te manager, tu dois t'organiser. Et en termes d'organisation, il y a des outils qu'on va vous présenter ici. On a 3 outils. On a la matrice d'Eisenhower, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. On a les 3 perspectives et puis le 4-player model, donc le modèle des 4 joueurs. Donc la matrice d'Eisenhower, typiquement, c'est une matrice qui permet d'organiser la journée de travail ou bien les actions que tu as. Il faut considérer qu'en général, on a 4 types d'actions. On a des tâches qui sont importantes et urgentes. Donc par exemple, ce sont des tâches qui requièrent une action et une attention ultra rapide. Par exemple, tout de suite, à l'instant T, il y a des gens qui sont en train de faire des travaux sur un site et il leur faut une échelle maintenant là pour pouvoir faire une action. S'ils n'ont pas l'échelle à l'instant T, ils ne pourront pas finir le travail. Ou bien, on doit protéger, on a fait des travaux, on va mettre une bâche pour protéger les travaux. Si on ne met pas la bâche, la pluie vient et ça va gâter tout ce qu'on a fait. Ça, c'est des tâches urgentes, immédiates. Donc, ce sont des éléments qui ont un impact sur nos objectifs, des acteurs qui ont des conséquences directes sur l'avancée de nos projets. À l'instant T, par exemple, ma machine est gâtée. Tu as envoyé un consultant chez un client et arrivé là-bas, sa machine prend un coup. Si on ne remplace pas sa machine maintenant, il va perdre la journée et le client sera mécontent. Donc tu dois répondre tout de suite. Ou bien on a des tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Par exemple, les missions n'ont pas d'échéance proche, mais qui revêtent un certain degré d'importance pour vous, pour votre équipe, votre entreprise. Par exemple, on sait qu'on a une mission qu'on prépare pour lundi prochain. Et par rapport à cette mission de lundi prochain, on doit acheter du matériel. Le matériel, on l'achète en un jour. Ce n'est pas urgent parce que tu peux l'acheter le lundi, mardi, mercredi. Tu as toute la semaine en fait pour pouvoir gérer le matériel pour la mission. Donc c'est important parce que si le matériel n'est pas là, la mission ne pourra pas se tenir. Mais ce n'est pas urgent parce que tu ne dois pas le faire à l'instant T.
Ensuite, on a des tâches qui ne sont pas importantes mais qui sont urgentes. Par exemple, le traitement de certains appels téléphoniques, des messages divers. Bon, par exemple, c'est vraiment bien décrit, hein, des messages, des appels, mais la demande de collaborateurs, prestataires ont besoin d'une information urgente, d'un conseil non plus bien. On a des tâches qui sont importantes pour d'autres, mais qui n'ont aucune importance pour nous et l'avancée de notre travail. Par exemple, il y a des situations où tu es en train de travailler sur un sujet, tu es concentré, mais quelqu'un vient te solliciter pour quelque chose qui est urgent pour lui. Mais ce n'est pas urgent pour toi. Comment tu gères ça? Il peut arriver qu'on soit au travail, et puis on a un frère qui nous appelle. Ça, c'est des situations, on ne sait pas comment gérer. Des fois, tu vas vouloir couper un travail important que tu fais pour gérer ça. Est-ce que c'est la bonne chose? C'est la question qu'on va se poser tout de suite. Et on va classer ces différentes tâches-là. Et le quatrième élément, c'est les tâches qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas urgentes. Donc les mauvaises habitudes improductives, la distraction, je prends par exemple. Tâches qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas urgentes. Regardez ton LinkedIn. C'est important, c'est urgent selon vous. Regardez ton Facebook. C'est important, c'est urgent. Regardez ton Instagram. Regardez les statuts des gens. À 10h, 9h. C'est important, c'est urgent. Bon, voyons. Donc l'idée, c'est de commencer sa journée en ayant une matrice qui est ici, qui permet de répartir les tâches que tu vas avoir dans ta journée. Donc le cadran 1, le cadran qui est ici, c'est le cadran des tâches importantes et urgentes. Et ça, il faut les traiter en priorité. Tu viens le lundi matin, tu sais que tu as un ensemble de projets que tu lances qui requièrent des prérequis. Tu dois valider ça tout de suite en commençant ta journée. Donc ce sont des tâches qui sont à traiter en priorité. Ensuite, on a les tâches du quadrant 2. Du quadrant 2 qui sont des tâches importantes mais non urgentes. Donc à planifier. J'ai pris l'exemple du matériel pour la mission de la semaine prochaine. Donc lundi, je peux planifier que dès mercredi, je vais acheter le matériel qu'il faut. Ensuite, on a des tâches qui ne sont pas importantes mais qui sont urgentes. C'est des tâches que tu peux déléguer. Je prends un exemple. Moi, je peux être au travail et puis la nounou m'appelle. Ah, tonton, il pleut, il y a l'eau qui coule quelque part. Est-ce que tu vas laisser ta réunion avec ton directeur pour aller gérer ça? C'est des choses de façon intuitive, hein? Mais il faut savoir, dans le flou comme ça de la journée, orienter les trucs. Elle t'appelle, mais bon, ça là, telle personne va gérer. Mais tu demandes au monsieur qui est à côté, va voir le voisin, s'il peut faire venir le gars d'étanchéité. Mais tu ne vas pas être le gars qui va aller te déployer sur cette action-là. Il y a des actions qui sont importantes et urgentes, mais des actions importantes mais non urgentes à gérer d'abord. Et puis à la fin, le quatrième cadran, c'est les tâches non importantes et non urgentes à abandonner. C'est un exemple très simple. Vous savez que en France, à l'Occident, en général, pendant les heures de travail, c'est mal vu de décrocher son appel, son téléphone. Est-ce que vous savez ça? Pendant les heures de travail, décrocher son téléphone pour un appel personnel, c'est mal vu dans certaines boîtes. Mais chez nous ici, bon, c'est tranquille. Je suis convaincu même que nous, dans la salle ici, on est déjà allé quelque part. Par exemple, on est allé à la banque, puis on est allé dans un supermarché, on arrive devant la caissière au téléphone. Ou bien on arrive à la pharmacie, ils sont au téléphone en train de causer. Et tu payes 5-10 minutes. Normalement, si on veut être efficace, si on veut se manager nous-mêmes de façon efficace dans notre journée, il y a des actions qu'on peut laisser de côté, se concentrer sur le job, et puis revenir dessus peut-être à la pause. Ou bien des fois au travail, c'est vrai qu'il est recommandé de prendre des pauses. Donc tu commences ton travail à 8 h. À 10 h, tu marches pendant 15 minutes. Sinon, tu prends ton téléphone, tu regardes. Mais pendant que tu es en train de faire un sujet qui est important et urgent, tu peux pas être en train de regarder ton téléphone ou ton Facebook. Même avoir des notifications sur WhatsApp, répondre à des messages. Il faut savoir se freiner. Ou bien, par exemple, tu as un responsable et tu as un collaborateur qui vient te voir. Et pendant qu'il est en train de te parler, tu es en train de manipuler ton téléphone. Ça aussi, il faut faire vraiment attention. Ça nous arrive à tous, mais parce que ça donne aussi une mauvaise image.
Ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas là pour moi. C'est-à-dire, au lieu de me donner ton attention, tu es en train de faire autre chose. Et ça peut vraiment frustrer en termes de management d'équipe. On a aussi un modèle, c'est le modèle Freelancing, donc 3 perspectives. Il faut se rappeler de quelque chose. Lorsqu'on est en entreprise, on a l'organisation. Par exemple, on sait que Roger c'est le manager, on sait que Junior est responsable et tout et tout. Ça, c'est la partie rationnelle de l'entreprise. Donc, c'est tout ce qui est organisation, tout ce qui est organigramme, hiérarchique et tout. Mais, quand tu rentres en profondeur dans l'entreprise, tu as un volet politique. Et tu vas te rendre compte que parmi tous les managers, il y en a un qui a une influence, par exemple, sur 3 autres. C'est-à-dire, quand il y a une décision qui est prise, en général dans l'équipe, tu vas voir qu'il y a un qui nous donne sa décision, ça impacte le choix d'une grande majorité. Ça, c'est le volet politique. Le volet politique dans une entreprise, c'est tout ce qui concerne les rapports sociaux, bien les jeux de pouvoir et l'influence entre les membres de l'équipe. Donc, en tant que manager, il faut savoir lire au-delà de la partie organigramme officielle, il faut savoir lire les jeux de pouvoir. Il faut savoir lire qui est celui qui a le pouvoir, qui est celui que, par exemple, le directeur écoute, qui est la personne qui donne la réponse le plus. Ça, c'est la partie politique. La partie politique, là, ce n'est pas écrit dans l'organigramme. Ce n'est pas écrit dans l'organigramme, mais ça se voit. Quand tu regardes un peu les rapports de pouvoir et puis le système social. Et puis la troisième partie dans les entreprises qu'il faut regarder, c'est la partie culture. Donc la partie culture, c'est un ensemble de valeurs qui sont adoptées au sein de l'entreprise. C'est des normes, c'est des routines. Par exemple, il y a des entreprises où la culture, on ne regarde pas l'heure. Tu peux arriver à 9h, tu peux arriver à 10h. Tant que ton travail est fait, il n'y a pas de problème. Il y a des entreprises où tu fais bien ton travail, mais si tu viens en retard, on commence à te menacer. Donc il faut savoir jouer également avec la partie culture. Et lorsque on veut, par exemple, faire changer une entreprise, une organisation, une équipe, il faut prendre en compte ces différents éléments-là. Il faut prendre en compte la partie organisationnelle et hiérarchique, le volet politique et le volet culturel. Donc, toutes les entreprises, c'est des réseaux où il y a ces 3 éléments-là qui sont là. L'élément qui saute à la figure, c'est l'élément de l'organisation. On sait que lui, il a tel rôle, lui, il a tel rôle. Mais les 2 autres éléments, ils ne sont pas forcément écrits. La culture, des fois, ça peut être écrit. Tu peux avoir quelque part un ensemble de règles. Venir à l'heure, mais même là encore, il y a des éléments de culture qui ne sont pas affichés. Par exemple, il y a une entreprise où, quand quelqu'un te dit je prends le point, ça veut dire qu'il ne va rien faire. C'est-à-dire, quand tu commences à le challenger, il dit ok, je prends le point, c'est l'outil, c'est le monde qui ne va pas là. Donc il dit ça, il tue le discours, mais en vrai, ça ne veut pas forcément dire qu'il va passer à l'action. Il y a des cultures aussi où on va te demander à chaque fois de donner des délais précis lorsque tu dis que tu as fait une action. Et là, tu vas rentrer au second aussi. Et quand tu veux changer une entreprise, tu dois prendre en compte ces différents éléments. Donc, de façon horizontale, les organisations sont des réseaux de relations informelles. Donc, il y a du formel et de l'informel qui traversent en fait les différentes équipes, les silos, c'est les zones géographiques. Donc, le changement dans ces organisations-là passe par la création et l'activation des réseaux de passion, de collaboration, de confiance. Lorsqu'on est dans une entreprise et qu'on veut progresser, on veut passer à un niveau supérieur de l'entreprise, il faut pouvoir lire ces 3 éléments-là. Il faut pouvoir lire dans l'entreprise qui a le pouvoir. C'est quoi la culture? On va naviguer. Si tu prends le mode par défaut, on t'a mis dans tel service et que tu es en train de faire ton travail, tu vas te contenter seulement de la matière rationnelle et tu risques de louper l'aspect politique et l'aspect culturel. Et on est dans des entreprises différentes. Je suis convaincu que la culture en général est différente de la culture, par exemple, chez Orange, ou bien chez Ernst & Young, ou bien chez Nano, ou bien dans l'entreprise de Brissa, ou bien chez Junior. Chacune des entreprises a sa culture, a son système politique, le jeu politique et son organisation.
Je ne sais pas si ça vous parle. Ok. Et si on peut schématiser ça avec un iceberg, ce qu'on voit à la surface de l'eau, c'est la partie organisation, la partie rationnelle. Ce qui est en bas, tu vas avoir d'un côté l'aspect politique et l'aspect culturel. Aussi, dans une équipe, en tant que manager, en tant que membre d'équipe, il faut savoir une seule chose qui est très importante. Il n'est pas question que tout le monde soit d'accord toujours. Si vous êtes dans une équipe et que quelqu'un dit quelque chose, tout le monde dit ok, à un moment donné, il y a un problème. Ça veut dire que c'est une équipe où, si vous êtes en train d'aller tomber dans le trou, vous allez partir tomber dans le trou. Il n'y a personne qui va prendre la parole pour s'opposer. Il faut accepter l'opposition dans une équipe. Même si tu es le responsable et que tu proposes une idée, il faut accepter l'opposition. En général, il y a 4 voies dans une équipe. La première voie, c'est la voie de l'action, donc c'est le move. La voie de l'action, c'est le move. Le move, c'est par exemple quelqu'un qui dit on est ici, il faut qu'on passe à une autre étape. Donc c'est quelqu'un qui vient avec une nouvelle idée, une nouvelle proposition. Une autre voie, c'est le follow. Le follow, c'est-à-dire on est d'accord avec toi. C'est les suiveurs, c'est le fait de suivre. On est d'accord avec toi. Et la troisième fois, c'est l'opposition. Je m'oppose. Donc, par exemple, Idrissa vient proposer une idée. Si Idrissa vient proposer une idée, on est quoi? On est 6 ici. On aura des personnes qui vont systématiquement suivre parce qu'ils sont d'accord ou bien parce que pour ces personnes-là, tu es un leader. Donc, quand tu dis quelque chose, elles ont confiance. Normalement, on devrait avoir des personnes aussi qui vont s'opposer. Et ces personnes-là vont permettre de voir peut-être les éléments qui n'ont pas été pris en compte dans ta proposition. Donc c'est pour ça que la partie propose est là, dans une équipe. Et la dernière partie, c'est la partie facilité. Donc facilité, ce sont des personnes qui essayent de dépassionner le débat. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour créer un sentiment de palabre ou de concurrence par rapport à une idée, mais pour qu'on se reste on garde notre esprit froid et qu'on décide la meilleure chose pour l'équipe. Donc dans une équipe, normalement, ces 4 éléments-là, ils sont très bien, ils sont favorables. Il ne faudrait pas cultiver des équipes où quand le boss parle, tout le monde doit suivre. Si vous arrivez à ça, sachez que vous avez tué votre équipe. En tant que manager, si vous arrivez à une étape où dès que vous parlez, tout le monde se dit ok, on va faire, c'est qu'il y a un problème. En même temps, dans votre équipe, si vous proposez une idée nouvelle et que vous avez des personnes qui s'opposent, ne voyez pas ça en mal. En tout cas, essayez de comprendre le bien fondé, s'il y en a, de la proposition, et puis répondez aussi à froid. Mais ce n'est pas un affront. Ce n'est pas un affront que quelqu'un de ton équipe s'oppose à ton idée. En tant que manager, ou même en tant que leader, il faut pouvoir l'accepter. Donc les 4 voies sont tout à fait importantes dans une équipe. Donc il faut savoir aussi que dans une équipe, normalement, ce n'est pas une seule personne qui est toujours censée donner la première idée. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Idrissa qui a donné une idée. Demain, ça peut être Julien qui donne une idée. Ça peut être Roger, ça peut être Enoch, Mike, ou Mathieu. Ce n'est pas toujours une seule personne qui a les meilleures idées. Il faut accepter que l'idée peut venir de tout le monde. Même de la personne qui est stagiaire. Le stagiaire qui vient d'arriver là, peut-être qu'il connaît mieux l'environnement, il connaît mieux le client, la cible. Il peut venir te donner une information qui va t'aider à changer totalement ta stratégie et à atteindre ton résultat. Donc il faut accepter ça dans l'équipe. En termes de leadership, on a également plusieurs modèles. Donc sur ça, on va faire un exercice ensemble. Je vais vous afficher, ce sera un peu plus dynamique. Je vais vous afficher un questionnaire et puis on va essayer ensemble de le regarder.
Donc c'est un questionnaire, c'est un formulaire qui permet de, on va dire, d'identifier son style de leadership. C'est vraiment très simple. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 questions. Et à chacune des questions, on a 4 propositions de réponse. Donc l'idée ici, ce sera de dire, sur chacune des questions, quelle est notre réponse la plus spontanée. Donc si, par exemple, à la question de dire, lorsque je dirige, ma priorité principale est assurer la pérennité des opérations, si c'est ma réaction spontanée, ici je vais mettre 4. Sinon, si c'est ici, je vais mettre 3. Si ici c'est ma première réaction, je mets 4. Maintenant, parmi les 3 autres réactions qui sont là, quelle est la seconde? Je mets 3, 2, 1. Donc le 1, c'est la réaction qui est la moins probable pour moi. Et le 4, c'est ma première réaction. On va faire les 6. On va voir ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je vous montre un peu. Ok. Bon. On va commencer par la première question. Donc la première question c'est, lorsque je dirige, ma priorité principale est, la première réponse est assurer la pérennité des opérations, veiller au moral du groupe, créer et soutenir une vision, résoudre les problèmes. En tant que dirigeant, quelle est ma première priorité? Donc ce qu'on va faire, je vais vous demander à tour de rôle, on va noter qu'après on va faire la somme. Donc, on va commencer de la première réaction à la dernière réaction. Donc parmi nous, qui a la première réaction d'assurer la pérennité des opérations? Assurer la pérennité des opérations. Donc je vais mettre I4 et puis M4. Première réaction, veiller au moral du groupe. Première réaction, créer et soutenir une vision. Créer et soutenir une vision. Donc J, c'est 4 pour toi. Roger, c'est 4 pour toi aussi. Et donc c'est 4 pour toi. Moi également. Ok. Créer et soutenir une vision. Ok. Bon, en termes de deuxième réaction, veiller au moral du groupe. Ou bien nous commençons par assurer la pérennité. Quelle est une deuxième réaction sur assurer la pérennité des opérations? Toi, la pérennité. Donc on a Enoch 3 et puis Mathieu 3. Qui? Toi aussi, Roger? 3. Pour toi aussi? Ok. Veiller au moral du groupe. En deuxième réaction. En troisième réaction. Donc ça fait 2. Moi je rejoins aussi. Ok. On va tout. Créer et soutenir une vision, résoudre les problèmes. Ok, donc apparemment c'est la dernière réaction pour un pour toi. Non, c'est la dernière réaction pour moi. Dernière réaction pour toi. Mike, c'est la dernière réaction. Dernière réaction. Junior, c'est quoi ta dernière réaction entre les 4 propositions? Le quatrième, c'est Résoudre les problèmes. moi, c'est la dernière réaction. Ok. Maintenant, ma deuxième réaction, c'est le mélange du groupe. Veiller au moral du groupe. Ok. Est-ce que tout le monde a donné? Et toi, ton avant-dernière réaction, il dit ça? Créer sur une vision. Ok. Ça marche. Je pense que tout le monde a donné. Yes. Moi, ma troisième, c'est là où tu es créé et soutenir. Ok. Et ta deuxième? La deuxième, c'est créer. Veiller ici. Ok.
Ensuite, l'autre question, c'est ma première réaction face à une nouvelle information. Donc, on vient d'avoir une nouvelle information. Ce qu'on va faire, je vais le faire peut-être individuellement. Donc, Idrissa, on considère que tu as une nouvelle information. Quelle sera ta première réaction? Est-ce que, c'est prendre du recul et évaluer son impact, l'impact de l'information que tu viens de recevoir? Ou bien est-ce que c'est réfléchir à son effet sur l'équipe? Ou bien est-ce que c'est percevoir de nouvelles possibilités? Ou bien est-ce que c'est mettre les données à profit? C'est prendre d'abord du recul et évaluer son Ensuite, quand tu as fini de faire ça, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie maintenant, je réfléchis à son effet sur l'équipe. Ok. Ensuite, Ensuite, mettre les données à profit. ok, Et enfin, percevoir une nouvelle aussi. ça marche. On passe à Junior. Junior, c'est pas ta première réaction. Bon, vous pouvez commencer à Comment? parce que je vois. Non, je reprends alors. Je reprends pour toi. Quelle est ta première réaction face à une nouvelle information? Est-ce que ta première réaction, c'est de prendre du recul et évaluer son impact, l'impact de la nouvelle information? Ou bien, c'est ça ta première réaction? Ok. Après ça, il y a trois autres options. Est-ce que c'est de réfléchir à l'effet de l'information sur l'équipe? Ou bien est-ce que c'est de percevoir de nouvelles opportunités? Ou bien c'est de mettre les données à profit? Réfléchir à l'effet de la nouvelle information sur l'équipe, percevoir de nouvelles possibilités. En deux, c'est où? Ok. Et après ça, ta troisième action, c'est percevoir de nouvelles opportunités ou bien mettre les données à profit. Donc c'est ici d'abord. Et on termine avec ça. Ok. On continue avec Mathieu. Ma première réaction face à une nouvelle information est de: est-ce que c'est prendre du recul? Est-ce que c'est réfléchir à l'effet sur l'équipe? Est-ce que c'est percevoir de nouvelles possibilités ou bien mettre les données à profit? Prendre du recul. Ok. Ensuite, percevoir les nouvelles opportunités. Ensuite, réfléchir à son effet sur l'équipe et enfin mettre les données à profit. Ok. Roger, et pour toi? N'importe que Mathieu. Ok. Le 3. Ici c'est Pour toi, c'est la troisième phase. ok. Donc ici c'est plutôt. Donc juste après avoir pris du recul, c'est réfléchir à l'effet sur l'équipe. C'est plutôt percevoir de nouvelles possibilités. Ok. Et après ça, maintenant, tu réfléchis à son effet sur l'équipe. Et ensuite, tu mets à les donner à profit. Ok. Donc même question pour Enoch. Comment en fait, le premier, ça serait de réfléchir à son. Voilà, chaud, de manière spontanée, ça serait de réfléchir à son impact, à son effet sur l'équipe. Ok. Le second, ça serait de prendre du recul. Ok. Le troisième, ça serait de percevoir de nouvelles opportunités. Ok. Et puis enfin, mettre les données à profit. Ok. Attends, je vais vous partager aussi le document comme ça aussi, vous pouvez zoomer sur votre téléphone. Alors vous allez dire. Comme marqué pour toi. Moi, mon 4, c'est la première. Ok. Mon 3, c'est percevoir de nouvelles possibilités. Ok. Et puis mon 2, c'est réfléchir à l'effet sur l'équipe. Puis mon 1, c'est. Ok, c'est super. Ok, on continue.
avec la troisième question. C'est quand mon équipe traverse une période difficile. Vous envoyez aussi sur WhatsApp. Quand mon équipe traverse une période difficile, est-ce que je rappelle à chacun la mission et ses rôles? Est-ce que je prends des nouvelles de chaque membre de l'équipe? Est-ce que je lance une séance de remue-ménage ou de brainstorming? Est-ce que je cherche une solution pour établir la stabilité? Donc maintenant que vous avez les questions sur votre téléphone, si vous êtes prêt, on y va. Elisa, tu es prêt? C'est quoi ta première réponse? La première réponse, moi, je dirais, c'est déjà prendre les nouvelles de chaque mois. Ok. Ensuite, c'est compliqué de décider. Ensuite, c'est une solution pour établir la stabilité. Ok. Après, la difficulté, ce n'est pas été explicité. C'est l'imagination. Chercher une solution pour établir la stabilité. Ok. Ensuite, Le fond de frapper la mission de chaque une bref rappel. Rappel à chacun Ok. la mission de chaque D'accord. Ensuite, Et enfin, s'il y a mieux, une séance de brainstorming. Ça marche. Junior, tu es prêt? Ou bien après? Moi, c'est vrai. Bye, allons-y. Bon, moi, à chaud là, Mhm. bon, j'ai essayé d'imaginer un peu le problème que l'équipe avait. Par exemple, moi, dans mon cas, ça peut être, par exemple, le manque de bon, les coûts n'ont pas été payés ce mois. Donc, ça crée un truc. Donc, ma première réaction, mon cas, c'est chercher une solution pour rétablir la stabilité. D'accord. Après, c'est rappeler à chacun la mission et les rôles. Ok. Après, c'est prendre les nouvelles de. Non, d'abord lancer une séance de revue. Remue-ménage, ouais. Puis après, maintenant, c'est prendre les nouvelles de chacun. Très bien. Ça marche. Qui est prêt? Yes, Mathieu. Pour moi, dans le 3, le 3, c'est-à-dire je lance une séance de remue-ménage. Ok. Et puis en deuxième position, je rappelle à chacun de la mission et ses rôles. Ok. Après, c'est le 2. Je prends des nouvelles de chaque monde. Ok. Et puis maintenant, je termine avec la recherche d'une solution pour le problème. Parfait. Roger, c'est bon? Ok. 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 C'est super. Junior et toi? Bon, pour moi, ça va être 3 d'abord. Le 3. Sinon de remue-ménage. Ok. Donc, on voit je vais pas sur le cas. Chercher une solution. Chercher une solution. Ok. Mhm. Je rappelle à chacun la mission, c'est vrai. Ça marche. Et après, je prends le lecteur de chacun. Ok. Ça marche.
enchaîne avec, il reste encore 4 questions. Dans l'autre question, c'est je suis le plus épanoui à quel moment? Est-ce que c'est quand tout se déroule comme prévu? Est-ce que c'est quand l'équipe est heureuse et fonctionne bien ensemble? Est-ce que c'est quand de nouvelles idées et solutions émergent? Est-ce que c'est quand nous faisons avancer les choses? On commence par dire ça. Lorsque l'équipe est heureuse et fonctionne bien, là c'est le premier. Ok. Ensuite, tout se déroule comme prévu. Ok. Et nous faisons avancer les choses. Ok. Et enfin, les solutions. Ça marche. C'est super, c'est noté. Yes, Mathieu. Je vais commencer par l'équipe heureuse qui fonctionne bien. Ok. En deuxième solution, le 3, c'est-à-dire de nouvelles idées et solutions émergent. Ok. Après le 4, nous faisons avancer les choses et une nouvelle solution. Tout se déroule comme ça. Ok, ça marche. Merci. Mike. Bon, c'est la première, c'est lorsque l'équipe est heureuse. Ok. 3, c'est de nouvelles idées et solutions émergent. Ok. En 2, c'est tout se déroule comme prévu. Ok. Puis nous faisons avancer. Ça marche. Roger, c'est bon? Mhm. Ok. Ok. Ça marche. Junior et toi? Donc, moi, les deux, L'équipe est heureuse et fonctionne bien ensemble. Ok. Ok. Ça marche. Ok, on continue, on accélère. Comme point faible, j'ai du mal avec. Là, on parle de nos points faibles. Soit c'est la procrastination. Ah oui, c'est vrai. Mais plus grande force. Donc, d'abord, c'est les forces, après les points faibles. Donc, les plus grandes forces, est-ce que c'est mes compétences en mise en œuvre et ma constance? Est-ce que c'est ma sensibilité émotionnelle qui est ma force? Est-ce que c'est ma créativité? Ou est-ce que c'est ma vivacité d'esprit? C'est ça. Tes compétences sont numéro 1, ensuite. La sensibilité émotionnelle, ensuite. Ok. Mathieu. Puis, je vais dans le 4, 3, 2, 2. Tu le prends à contre-pied, là. M4 ici, ensuite c'est 3, ensuite c'est 2, et puis ensuite c'est 1. Qui est prêt? Oui, Mike. La plus grande force, c'est mes compétences en mise en œuvre de ma constance. Ok. En 4, ma vivacité d'esprit. Ok. Après, ma créativité. Et puis, ma sensibilité émotionnelle. Ça marche, oui. Mets le temps tout de suite. Roger, toi. Ok. Ok.
créativité, ma sensibilité, ma sensibilité émotionnelle. Et donc, tu as compris la question? Oui, je réponds. En fait, pour moi, le premier, c'est plutôt ma sensibilité émotionnelle. Ok. En second, mes compétences en mise en œuvre et ma connaissance. Ok. En troisième, ma vivacité d'esprit et puis en deuxième, ma créativité. Ok. Je vais te poser la question sur la question qui précédait. À quel moment tu es épanoui? Pour moi, lorsque tout se déroule comme prévu. Ok. Ensuite, lorsque nous faisons avancer les choses. Ok. Après, l'équipe est heureuse et fonctionne bien ensemble. Et puis on fait de nouvelles idées sur le sujet. Ok. Avant ça, il y avait une question aussi. Comme mon équipe traverse une période difficile. Moi, en fait, c'était l'ancienne séance de brainstorming. Ok. Là, c'est le premier. Bon, la réaction spontanée. Ok. Ensuite, de rappeler à chacun la mission et ses rôles. D'accord. Après, prendre des nouvelles de chaque membre. Et puis enfin, chercher une solution pour établir la stabilité. D'accord. Ok, il nous reste encore 3 questions. On a parlé des forces, maintenant on va parler des points faibles. Donc en termes de points faibles, est-ce que c'est la procrastination? Est-ce que c'est le fait d'éviter les conflits? Est-ce que c'est le manque de concentration? C'est-à-dire je passe une idée à une autre de façon très rapide. C'est-à-dire je fais ça, après je laisse, je fais l'autre. Et enfin, est-ce que c'est l'impatience qui est la dureté? Tu as quoi, Enoch? Vas-y. Déjà la procrastination. Donc c'est le premier point faible, ensuite. C'est ça. L'impatience, la dureté. Ok. Le manque de concentration, passer d'une idée à une autre. Ok. Et puis en dernier, éviter le conflit. Ok, Mike, je pense que tu reprends aussi. Oui, mais moi, c'est. Parfois, il y a l'impatience à chaud, il y a l'impatience et la. Ok. Non, j'ai le manque de concentration, parce que après, éviter les conflits, puis en dernier, la Ça marche. Qui est prêt? C'est naturel. Ok. La procrastination. Ok. Le manque de concentration. Ok. Ok. Yes, Mathieu. À la procrastination, Ok. patience, la dureté, Ok. manque de concentration, et puis Roger. La science et la dureté. Ok. Ensuite, le manque de concentration. Ok. Troisième point faible, c'est la procrastination. Et Junior et toi? Bon, ici, mon cas, pour le manque de concentration. Ok. Ce que je constate, c'est que personne n'a peur d'éviter les conflits ici. Vous n'avez pas peur de faire par là. Et c'est pas votre préféré en tout cas. Vous êtes prêts à aller au charbon. Ok, maintenant les 2 dernières questions, c'est qu'est-ce que les membres de mon équipe apprécient chez moi? Est-ce que c'est le fait que je reste calme sous pression? Ou est-ce que c'est le fait que je me soucie sincèrement d'eux? Ou est-ce que c'est le fait que je suis enthousiaste et inspirant? Ou alors est-ce que c'est je suis prêt à prendre des décisions même si cela crée des tensions? Mike. moi, c'est. Je suis enthousiasmé et inspirant. Ok. Après, je reste calme sous pression. Ok.
Je me soucie sincèrement de Ok. oui, je sois prêt à prendre des décisions. Ça marche. Qui dit ça? Tu es calme sous pression. Ensuite, tu dis déjà M chez toi. Le deuxième. Tu soucies sincèrement de. Ensuite, Le troisième. Et enfin, ok. Et donc, Je me soucie sincèrement de. ok. Je reste calme sous pression. Ok. Je suis enthousiaste et inspirant. Je sois prêt à prendre des décisions, même si cela fait émotion. Ça que je dis. Super. Je vais corriger moi. C'est H. Ensuite, Mathieu, tu es prêt? Oui, oui. Je commence par le souci sincèrement de. Ok. Je reste calme, je suis patient. Et puis, je sois prêt à prendre des décisions, même si cela fait des décisions. Puis en dernière position, je crois. Je change peut-être. Super. Roger. Ça, c'est la première raison. Ok. Ok. Je reste calme sous pression. Ok. Je sois prêt à prendre des décisions, même si cela va être facile. Ok. Et en dernière position, je me soucie sincèrement. Ok. Junior. Pour moi, c'est le 3. D'accord. Enthousiaste et inspirant. Mhm. Très bien. Donc la toute dernière question, c'est une phrase que j'utilise souvent. Une phrase que j'utilise souvent. Dites-moi plus, comment allez-vous? Et si nous pouvions, c'est suffisant, passons à la suite. Mais ça suffit, passons à la suite. Bien sûr, ça. deuxième. Comment allez-vous? Ok. Le prénom. Dites-moi plus. Ensuite, voilà. Yes, man. Le même ordre. Ok. C'est pareil. Pareil pour Mathieu aussi. Ok. Roger et toi? Ok. Et donc, et toi? Comment allez-vous? Ok. Dites-moi plus. Mhm. Et si nous pouvions, le délai, c'est suffisant, passons à la suite. Ok. Génial. C'est pareil. C'est pareil. Ok. Très bien. On a fini de tout renseigner. On va voir les résultats tout à l'heure. Ça va nous permettre de revenir sur un modèle qui est ici, qui s'appelle voilà. Donc en fait, en termes de style de leadership, chacun a un style de leadership. Donc on a un framework qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Daniel Goleman, donc qui parle du leadership affiliatif, qui
qui est pratique mais centré sur l'émotion. On parle du leadership visionnaire qui est pratique mais centré sur la créativité. Le leadership démocratique, émotionnel, centré sur la créativité. Le leadership coaching, émotionnel, centré sur l'intellectuel. Le leadership P-setting qui est centré sur la créativité et l'empathie intellectuelle. Et puis le leadership autoritaire, pratique et centré sur l'intellectuel. Donc, chaque style de leadership, disons, a des caractéristiques, des définitions, et puis correspond aussi à des moments précis. Quand on prend par exemple le leadership affiliatif, quand on dit que cette pratique, ça veut dire qu'il permet vraiment de passer à l'action, mais il est un peu centré sur la partie émotionnelle. Donc, ce sont des leaders qui ne se concentrent pas sur l'objectif commercial, mais le résultat, ou bien même les compétences. Mais ils sont plutôt orientés sur la culture, l'harmonie, le travail d'équipe et l'engagement social. Donc, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui vont mettre en avant le processus par rapport à la fin. C'est-à-dire, si on veut atteindre tel but, ce style de leader-là va faire attention sur les méthodes qu'on va utiliser. Il ne va pas forcément brusquer tout le monde. Ça va faire en sorte que l'équipe, que tout le monde soit à l'aise en y allant. Donc, ils sont attentifs à l'environnement, à la morale et aux détails. Ils sont moins orientés sur le résultat. Ils sont plutôt orientés sur les relations. Donc, quelle est la relation au moins plus l'équipe. Et ce leadership-là, il prend soin en fait des autres. Donc, il crée l'harmonie, les personnes passent avant tout. Et quand ce style fonctionne, en fait, sur chaque style, on va voir qu'il y a un aspect positif et un risque. Donc, l'aspect positif de ce leadership-là, c'est que ça permet d'apaiser les tensions au sein d'une équipe, permet de motiver les personnes dans des situations de stress, après une crise, lorsqu'il faut reconstruire les relations. Par contre, le problème, si c'est trop utilisé, c'est que ça peut frustrer les membres qui sont orientés vers l'action. C'est-à-dire, ils sont en train de dire, mais le gars est en train de tourner, alors qu'on va atteindre le résultat. On perd le temps en fait. Et donc, ça peut faire en sorte que tu n'es pas efficace ou que tu ne respectes pas tes délais. Ensuite, on a le leadership qui est visionnaire. Donc, c'est un style de leadership qui se concentre sur la définition d'un objectif de grande envergure, une vision que chaque membre s'efforce d'atteindre. Donc, ils fournissent un pourquoi, donc c'est-à-dire l'objectif dans la finalité lointaine de ce que nous sommes en train de faire. Mais ils ne donnent pas forcément comment y arriver. C'est le gars qui va juste te dire, on va aller là-bas, maintenant débrouillez-vous. Donc, ils permettent à l'équipe de prendre des risques calculés, d'expérimenter, parce que chacun va tenter une solution, et puis d'ouvrir des voies potentiellement nouvelles. Donc, il s'appuie sur les faits, les énoncés de mission, les valeurs pour diriger. C'est un entrepreneur, il a une vision, et puis après, on se débrouille pour y arriver. Il est pragmatique, il attend le résultat final, et c'est vraiment un leadership de transformation. Donc, il permet de mobiliser les personnes autour de la vision, il invite les gens à aller dans cette vision-là. Ça fonctionne bien lorsqu'on a des changements qui nécessitent une nouvelle vision ou une direction claire et requise. Par contre, il perd de son efficacité si la vision n'est pas comprise ou adoptée par l'équipe. Parce qu'à la fin, il ne donne pas forcément les outils, mais il vous donne, il vous inspire, et puis vous emmène à vous débrouiller. Si l'équipe n'a pas la bonne compétence ou ne comprend pas, ça ne va pas marcher, parce qu'il n'y a pas de solution. Ensuite, on a le leadership démocratique. Donc, ce sont de bons communicants, de bons auditeurs, ils savent accueillir les critiques et les retours avec sérénité. Ils comprennent que ni eux ni leurs décisions sont parfaites et reconnaissent que ceux qui les entourent possèdent des compétences et des expériences qui surpassent les leurs ou bien les leurs. Donc, les caractéristiques, c'est la sagesse collective qui compte. Cherche à écouter tous les membres et à obtenir un consensus. Ils sont axés sur les idées et l'harmonie. Ils valorisent les perspectives multiples. Par contre, ils peuvent prendre trop de temps dans la prise de décision et avoir du mal à respecter les délais. Il définit le leadership comme la facilitation et la meilleure expression de l'équipe. C'est quelqu'un qui veut toujours prendre l'idée de tout le monde. Il ne peut pas mettre quelqu'un à l'écart. Donc, ils sont toujours obligés de arrondir les angles parce qu'il ne veut pas frustrer quelqu'un qui ne rentre pas dans le cadre. Donc, ils sont vraiment sur le consensus et la participation. À chaque fois, ils vont demander qu'en pensez-vous.
Donc ce qui est bien, ce qui fonctionne bien avec ça, c'est que ça permet d'avoir une adhésion au consensus. C'est pour ça qu'on parle de démocratie. Ça permet de recueillir les contributions de tout le monde. Par contre, ça nous met en retard parce qu'après avoir recueilli tous les avis, des fois c'est difficile de mettre en œuvre. Il y a un qui veut aller à gauche, l'autre veut aller à droite, devant, derrière, on ne sait pas où on va finalement. Ensuite, on a le leadership coach. Donc ce sont les leaders qui sont profondément engagés, émotionnellement disponibles, investis. Parmi tous les 6 types de leadership, ce sont les leaders les plus investis. Et ils sont souvent davantage concentrés, non pas sur les objectifs globaux, mais sur les détails individuels de la vie et du développement de leurs collaborateurs directs. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils sont axés sur les compétences organisationnelles. Ils considèrent la formation des membres de l'équipe à la performance comme une démarche stratégique. Ils aiment partager de nouveaux systèmes, solutions, compétences. Ils peuvent être motivés par un désir sincère de développer les autres. Ils définissent le leadership comme le mentorat. C'est des gens, par exemple, qui aiment prendre le temps pour échanger individuellement avec chacun des membres de l'équipe. Ils veulent vraiment connaître la personne, ils veulent être là pour la personne, ils donnent beaucoup de conseils. Bon, vous voyez un peu l'esprit. Donc, il va donner des conseils, essaye ici, essaye ça. Donc, à quel moment ça marche? Ça marche pour aider un collaborateur à améliorer ses performances, pour développer ses points forts, mais ça marche moins bien lorsque c'est pas efficace, si les membres de l'équipe ne sont pas réceptifs au coaching. Par exemple, il y a des gens, vous savez, eux, ils viennent au travail, c'est pas pour faire camaraderie, lui, il vient faire son job. Donc, pas venir me faire asseoir, me raconter des trucs. Vous avez déjà vu des gens comme ça, non? Il n'a pas le temps. Moi, il vient faire mon job, il me va à la maison. C'est pas pour recevoir conseil. S'il veut écouter conseil, il lit la Bible, il veut écouter ce coup. Peut-être qu'il va venir me donner des conseils. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Ou bien, il y a des gens qui leur donner des conseils, ils n'ont jamais fait. Toi-même, là, ça pète au temps. Après, vous regardez, donc c'est bizarre. Ensuite, on a les leaders par exemple. Dans le leadership, par exemple, c'est le leader qui s'efforce de pousser chaque membre de son équipe en incluant lui-même. C'est-à-dire l'exigence qu'il a pour les autres, il a cette exigence pour lui-même aussi. Toujours vers des sommets plus élevés. Donc les exigences augmentent, les objectifs de performance augmentent, les attentes augmentent et tout cela se cumule. Si un membre de l'équipe ne parvient pas à répondre à ces standards, il peut et sera remplacé par quelqu'un qui en est capable. Ça ne veut pas penser à un tempérament. C'est le colérique. C'est un peu ça. Donc je pense qu'il y a des colériques qui vont peut-être se retrouver dans ça. Donc c'est quelqu'un qui crée de nouvelles solutions innovantes et qui pousse à l'obtention des résultats. Quelqu'un qui peut surestimer les capacités des autres. Il dit mais ça c'est rien, tu peux faire, vas-y. Entends le gars, il a tout donné, il s'en sort pas. Il dit tu peux. J'attends vos résultats. Les gars viennent pleurer, mon ami, c'est pas mon niveau. Tu peux vous faire. Ou bien qui est prêt à tout faire seul pour en montrer l'exemple. C'est-à-dire, si toi tu n'arrives pas à faire, il faut que tu t'y aies fait. Et puis regarde mon fait. Qui peut privilégier les idées et l'accomplissement des tâches au détriment des personnes et qui définit le leadership comme une exigence d'excellence. C'est pour ça que cette masterclass est liée à la première masterclass. C'est-à-dire, il y en a qui vont voir le lien par rapport à leur style de management et de leadership. Donc, ce sont des leaders qui fixent des standards élevés en matière de performance. Faites comme moi et maintenant. Donc, quand est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pour obtenir des résultats rapides d'une équipe qui est déjà hautement motivée et compétente, ou bien pour amener l'équipe à un nouveau niveau de compétence requis. Ça ne fonctionne pas bien quand les membres de l'équipe manquent de confiance, ou bien ils manquent de compétences, ou bien leur compréhension, ou bien de compréhension. Donc ça fait qu'il y a des membres qui vont se sentir exclus. Parce que le gars, lui, va aller vite, il choisit ses gars, il avance avec eux. Le leader ne communique pas ce style avec d'autres pour entraîner tous les membres avec lui. Si tu ne marches pas comme moi, tu n'es pas dans mon équipe. Parce que dans mon équipe, c'est des gens qui sont tac, 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 tac. C'est ça le problème aussi. Et enfin, le dernier style de leadership, c'est le leadership autoritaire. Tout est derrière dans le monde. Il est autoritaire, dictatorial de certainement. Ce sont des leaders dont la force motrice principale est l'obéissance absolue. Ils pensent à une
Pensez à une structure militaire où un leader émet des ordres et s'attend à ce qu'ils soient suivis à la lettre. Il y a peu ou pas de place pour la pensée créative ou le non-respect des règles établies. Donc, il s'appuie sur les faits, les statistiques et les cadres conceptuels pour prendre des décisions. Il prend les choses en main, il est orienté vers une résolution rapide et peut passer outre les autres, peut privilégier l'accomplissement des tâches au détriment des personnes. Il définit le leadership comme la volonté d'assumer celui de prendre des décisions difficiles. Donc il exige une conformité immédiate à ce qu'il dit. Faites ce que je vous dis. Donc ça fonctionne bien en situation de crise pour amorcer une répression face à des collaborateurs problématiques. Par contre, ça fonctionne mal s'il est orienté vers les résultats et ne priorise pas les relations, et les membres de l'équipe peuvent ne pas se sentir valorisés et se rébeller. Ça peut créer la rébellion. Donc, on va revenir sur notre exercice. Donc, je vais vous demander de faire un calcul pour moi. Je vais prendre par exemple, je prends par exemple Idrissa. Idrissa, je vais te donner, je vais regarder sur toute la colonne ton total, et puis tu vas me dire. Donc tu vas faire 4 plus 4 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 et plus 4 et plus 3. 27. Ok. 27. Ensuite, on va continuer sur le B. Donc tu vas faire 3 plus 4 plus 4 plus 3 plus 1 plus 3 plus 4. 22. Ok. Ensuite, sur le C, ça va faire 3 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Normalement, on va voir un peu aller jusqu'au bout. Ça te fait le dernier, ça fait 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 plus 4 plus 1 et plus 1. 15. Très bien. Junior, vous êtes prêt? Vous pouvez faire la somme. Ok, donc ça va faire. On commence avec 3 plus 4 plus 2 plus 2 plus 4 plus 1 plus 2 et plus 3. 21. Très bien. Ensuite, on va faire. Tu n'as pas choisi, sinon je vais sauter. Tu vas faire 3 plus 1 plus 4 plus 1 plus 1 plus 3 et plus 4. 17, ok, super. Ensuite, on va faire 4 plus 1 plus 4 plus 3 plus 2 plus 3 plus 4 plus 2. 23. Ensuite, on va faire 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1
et plus 1. 16. Très bien. Continuez avec Roger. Roger, on va faire 3, plus 4, plus 2, plus 3, plus 4, plus 2, plus 3 et plus 2. 23. Ok. Ensuite, à côté, on a 4, plus 1, plus 1, plus 1, plus 4, plus 1, plus 2, et c'est tout. 13, 14. Ensuite, on a 3, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, plus 4, plus 3, plus 4. 24. Ensuite, le dernier, on va faire 1, plus 2, plus 4, plus 3, plus 2, plus 3, plus 1, plus 1. Ok. Continue avec Mathieu. Ça va faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 2, plus 1, plus 1, plus 1. Ensuite 2, plus 1, plus 2, plus 3, plus 3, plus 4, plus 3, plus 4. 22. Ensuite, on va faire 4, plus 4, plus 1, plus 2, plus 4, plus 2, plus 2, et plus 2. 21. C'est top. Ensuite, Mike, on va faire 4, plus 2, plus 2, plus 1, plus 4, plus 1, plus 2. Et combien? 16. Ok, plus 2 encore, ça fait 18. Ensuite, on va faire 2, plus 4, plus 3, plus 2, plus 3, plus 2, plus 3, plus 2. 21. 21. Ensuite, on va faire 1, plus 1, plus 4, plus 3, plus 1, plus 4, plus 1, et plus 1 encore. 16. 16. C'est super. On termine avec Enoch. On va faire 1, plus 1, plus 3, plus 2, plus 3, plus 1, plus 1, plus 1, de tout. 13. On va faire 2, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1, plus 4, plus 2, plus 4. 18. Ensuite, on va faire 4, plus 4, plus 1, plus 4, plus 2, plus 2, plus 4, plus 2. 23. 23, hein. Et puis la dernière colonne,
Maintenant, on n'a pas fait ça là. Mais j'ai oublié de noter. Donc, je fais avec le nombre d'abord. D'accord. On aura 3, plus 3, plus 4, plus 3, plus 4, plus 3, plus 3, plus 3, voilà, Mais 6. et 6. Donc je dois faire ça avec Mike et puis Mathieu. Donc Mike, comment vous faites cette dernière colonne-là? On a 3, plus 3, plus 1, plus 4, plus 2, plus 3, plus 4, plus 4, et c'est tout. 24. 24, ok. Mathieu, on fait 3, plus 3, plus 4, plus 1, plus 1, plus 3, plus 4, plus 3, et c'est tout. 22. Ok, super. Donc là, on a fait les totaux. On va voir maintenant les résultats. Ok. Sur le A. I. Je vais faire comme ça. On va voir le résultat. Qui est ici? Donc, on va mettre le classement. Parce que chaque colonne doit correspondre à un type. Ok, donc quand on prend par exemple Idrissa, tes deux premières valeurs c'est le A et le B. Ça fait 27 sur le A, 22 sur le B. Quand on revient ici, AB, tu as un type, ton type de leadership est plus affiliatif. Comme on a dit tout à l'heure, on avait parlé de ça tout à l'heure. Donc AB pour Idrissa. Ensuite, quand tu prends par exemple Junior, tes deux premières notes, tu as J23, donc le C, et puis tu as J21, le A. A et C. Toi, tu es un visionnaire. Après, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec le résultat. Junior, toi, ce qui sort ici, c'est style visionnaire. A, J20, A21, C23. Ensuite, Roger, tes deux premières notes, c'est 23 et 24. Donc, c'est A et C, visionnaire. Ensuite, Enoch, tes deux premiers, tu as du 26 ici et il y a du 22. C'est A et C, visionnaire. A et C, visionnaire. Mike, tu as le 24 et le 21, visionnaire aussi. Maintenant, Mathieu, tu as le 22 et le 23. C'est A et B, c'est affiliatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le concept. Explique un peu. Oui, parce que j'ai dans mon équipe 3 personnes qui sont malades. En réalité, c'est vrai que le résultat est là. L'objectif c'est ça, il faut que les clients soient satisfaits, il faut que le résultat attendu par la direction
que le collaborateur vit en termes émotionnels, il faut le comprendre en fait, dans ses agissements. Ça ne veut pas dire qu'il faut être, comment on appelle ça, passif surtout et que le résultat non. Il faut mettre ça ensemble parce que j'estime que si ça c'est bien pris en compte, le résultat va bien. Mais tant que ça c'est pas pris en compte, tu as beau lui donner les conseils, tu as beau lui donner les orientations, ça ne va pas marcher. Et puis il y a un élément sur lequel personnellement, c'est assez facile. Moi j'ai un principe. Le métier que je fais, je me dis que si le collaborateur veut utiliser de la mauvaise foi, tu ne vas jamais atteindre l'objectif que tu veux. Donc pour éviter qu'il ait la mauvaise foi, il faut quand même arriver à le comprendre sur un certain nombre de ses agissements. Ou alors à lui permettre, n'est-ce pas, d'être épanoui, d'être à l'aise, afin que ton objectif soit atteint. À ton jeune de finance, c'est exactement ça, le site de leadership affiliatif a été. Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes. Mathieu, c'est pareil pour toi, A et B. Donc, Enoch, est-ce que toi tu es aligné là-dessus? Est-ce que tu es en phase avec ça? Visionnaire. J'ai vu que tu étais HV6, H23. Moi, je te parle dans affiliatif. Oui, en fait, c'est ce qui m'a. Bon, ça m'avait étonné. Parce qu'au début, tu avais. Ouais, j'ai mal lu. Parce que tu as HV6, H23. En fait, maintenant, ce qui te pose la question, on peut quand même dire en fait que non, il me retrouve plus en fait dans le côté affiliatif. C'est-à-dire un peu sur les émotions, voir comment les gens vont et puis voilà. Parce que pour moi, si l'équipe en fait se porte bien, ensemble de travail peut plus avancer. Ouais. Et effectivement, Mathieu, je me suis trompé. Toi, tu as une MA22 sur le A et tu as 22 sur le C. Et sur le B, tu as 21. Toi, tu es plutôt assez visionnaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je me retrouve plus du côté visionnaire que du côté. Comment tu ressens ça? Qu'est-ce que tu avais fait pour ça déjà? Bon, déjà, je ne pas penser que dans le monde professionnel, c'est vrai que c'est des tendances qu'on a, c'est de mettre l'humain au centre de tout, mais on ne va pas vraiment se voir là-bas. Ce qui nous rassemble, c'est vraiment le travail. Mais n'empêche qu'il faut aussi prendre des gens et tout. C'est là même, ça va même plus la question est-ce que je dis systématiquement le plus, c'est comment allez-vous. Mais tout en ayant cela, il faut toujours garder aussi à l'esprit que ce qui nous rassemble, c'est vraiment la technologie. Parce que à la fin, on aura beaucoup qui est vraiment développer notre côté humain, mais si on n'arrive pas à nous, ils vont tous nous chasser. Ça. Ouais. Roger aussi, ton voisin, c'est visionnaire. Tu valides ça? Oui, à partir de parce que comme ça dépend un peu de moi, ma personnalité. Voilà. C'est par rapport à ce que je fais, comment je fais un peu, voilà, mes décisions, comment on équipé, comment on avance. Donc beaucoup plus, souvent quand on va manager, on n'a pas de problème. Et là, j'aime la résolution de problèmes complexes. Souvent, le manager peut-être que vous faire ça, on a un résultat immédiat. Mais peut-être ce qu'on nous dit, c'est que ça va devenir peut-être de la routine, des choses. Et la l'intelligence, on veut juste vous produire, sans soit chercher à voir comment vous allez, mais quand on a fait un bon cadre, pour que cela puisse être terrain. Si tu arrives à éliminer sans toutefois prévoir que quelque chose dans le futur qui va devenir constant, ou à chaque fois va nous demander, tout sera là, voilà.
afficher les résultats. Je vais voir comment je peux attendre une seconde. Donc voilà les résultats. Juste pour que ce soit vu par tout le monde. Ce qui est étonnant, c'est qu'on se retrouve quasiment presque tous sur A, B, C. Donc Mike, à ton niveau, tu vois, tu as A, MB4 et puis C21 qui correspond au style visionnaire aussi. Est-ce que tu partages ce code? Oui, je partage. Et donc Junior, toi tu as également 21 et 23, donc c'est également visionnaire. Tu sens ça aussi? Donc on voit que quand même la majorité ici, c'est leadership visionnaire, et puis on a deux personnes en particulier. Lisa et puis Enoch affiliatif. Donc il n'y a pas d'autorité parmi nous. Ok, bon. Donc c'est un exercice quoi. Il faut juste savoir que quel que soit le style qu'on a, il n'y a pas un style qui est meilleur que l'autre, mais il faut faire attention. Parce qu'en étant trop porté sur l'équipe, on peut perdre les résultats. En étant trop porté sur les résultats, on peut détruire l'équipe. Donc c'est un équilibre encore une fois à trouver. Bon, on va accélérer, il ne reste pas grand chose. On va passer sur la dernière section. Dans la dernière section va concerner le leadership serviteur. Donc le leadership serviteur, c'est un concept. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ok, en anglais c'est servant leadership. Donc c'est de présenter le leader pas seulement comme celui qui veut emmener l'équipe à atteindre un résultat ou une vision, mais c'est plutôt quelqu'un qui veut être au service de l'équipe. Donc c'est développé par plusieurs grandes personnalités, dont Robert Greenleaf, qui pour lui, les leaders les plus efficaces sont ceux qui servent les autres, leurs collègues, leurs clients et leur communauté. Donc à la fin, c'est une notion de service. Donc pour le leadership serviteur, si on veut le définir, c'est à la fois une philosophie et une pratique du leadership qui va consister à placer le bien de ceux qui sont guidés avant l'intérêt personnel du leader. Donc le leader peut accepter des sacrifices pour le bien de son équipe. Donc il favorise la valorisation et le développement des personnes, le renforcement de la communauté et la pratique de l'authenticité. C'est un style de leadership qui encourage le partage du pouvoir. Le leadership serviteur vise l'excellence dans le management par le biais d'une culture organisationnelle axée sur la civilité et le développement communautaire. Donc à la fin, ce qu'il veut, c'est servir la communauté, servir l'équipe. Donc pour lui, c'est vraiment le service de la communauté. C'est incroyable ce qu'on peut l'accomplir sans seulement que savoir à qui le mérite va être attribué. Donc ce n'est pas le leader qui veut forcément tout pour lui, mais qui veut que ce qui soit accompli là soit accompli pour la communauté, pour son groupe. Donc si on veut parler des principes du leadership serviteur, il y a 10 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est l'écoute. Donc c'est être à l'écoute de son équipe. Ce n'est pas moi seulement qui vient apporter la vision, la direction, mais j'essaye d'écouter mon équipe, voir un peu les problématiques qui sont rencontrées, et par rapport à ça, je viens également répondre à ces problèmes-là. Ensuite, il y a l'empathie. L'empathie, c'est tout simplement comprendre et partager les sentiments d'autrui. Tout à l'heure, on a parlé un peu du colérique, qui par moments peut ne pas considérer les sentiments, tant que lui, il atteint son résultat. Et le leadership serviteur, il va avoir tendance à prendre en compte également la réalité, les sentiments, les situations qui sont vécues par les gens de son équipe. On a la guérison émotionnelle. Bon, la guérison émotionnelle, c'est aider. Parce que tu peux bien voir quelqu'un souffrir et puis ne pas chercher à l'aider. L'essentiel, il est là, toi ta route est ici. Donc, il n'est pas sur ton chemin, il peut vivre son problème, se gérer. Le leadership serviteur aura tendance à vouloir aider aussi les personnes avec qui il est. Ensuite, on a la connaissance de soi, exactement ce qu'on a fait ce matin. Donc, le leadership serviteur, il est conscient de lui-même. Par exemple, si vous savez, aujourd'hui, vous allez faire le test de tempérament, vous allez savoir si vous êtes colérique et autres. Si tu sais que tu es colérique, il y aura des moments où ta réaction de colérique va prendre le dessus. Tu vas laisser des considérations humaines
pour pousser les gens vers le résultat. Mais plus tard, tu peux revenir. Tu peux faire attention et puis corriger. C'est ça aussi l'importance de se connaître. Tu sais que tu as fait ça, tu ne vas pas culpabiliser parce que tu sais que c'est ton tempérament, c'est ta réaction normale. Mais après, tu peux revenir en arrière et puis apporter des corrections pour établir l'équipe et puis pour essayer de guérir les gens que tu auras peut-être froissés sur ton chemin. Parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on peut faire sans le vouloir. Ensuite, on a la persuasion. La persuasion, c'est la capacité de convaincre, mais pas par l'autoritarisme, pas par la force, pas par la version hiérarchique, mais c'est de convaincre avec des arguments solides, convaincre avec la finalité pour que tout le monde puisse, pour que d'avoir la vision puisse se réaliser, que les autres puissent y adhérer. Ensuite, on a la conceptualisation. La conceptualisation, c'est tout simplement la capacité de décrire l'objectif final. C'est-à-dire, lorsque tu vas parler de la vision, il faudrait que la vision puisse être concrète pour les gens avec qui tu es. Et quand c'est concret pour eux, comme un tableau, ils peuvent mieux se projeter. Parce qu'ils arrivent à mieux comprendre. Et ça te pousse à rêver grand. C'est-à-dire, comme quelqu'un disait, pourquoi voler comme un oiseau de basse-cour quand tu peux t'élever comme un aigle? Tu es dans une équipe. Est-ce qu'il faut chercher les petits objectifs ou bien il ne faut pas viser grand? Comme on dit, vise la lune, comme ça tu peux tomber sur les étoiles. Donc c'est ça aussi, la conceptualisation. Ensuite, on a la prévoyance. Donc la prévoyance, ça vient aussi avec la prudence. Donc faire en sorte de ne pas risquer le mental, la morale, et puis même, disons même l'intégrité des équipes. Tu ne vas pas envoyer quelqu'un au fond avec qui tu sais que bon, il y a des risques, il perd quelque chose, ou qu'il se fasse avoir. Tu te mets dans la peau de la personne et tu n'es pas juste orienté sur ton résultat. Ensuite, on a la responsabilité vis-à-vis de l'organisation. Il y a des fois en entreprise, on peut avoir des gens qui laissent la lumière allumée, l'eau coule, ils ne font pas le robinet, mais un style de leadership, c'est aussi prendre soin de ce que l'entreprise nous met à disposition pour pouvoir travailler. J'éteins la lumière, je coupe l'eau, je fais attention pour ne pas gaspiller en fait les ressources de l'entreprise. L'engagement envers le développement des autres, je vais favoriser que mes équipes fassent des formations, je vais mettre mes équipes en avant, c'est pas toujours moi. Des fois, il y a un collaborateur là qui fait tout le job et quand tu vas présenter, c'est toi qui prends les noyers. Et celui qui a fait le job, on ne le connaît jamais. C'est bon des fois de partir avec la personne, pour la mettre en avant. Elle-même, ça lui donne des opportunités, elle rentre dans le cercle, ça lui donne de la visibilité et puis ça lui donne aussi un peu plus de fierté. Comme si au moins mon travail est arrivé à tel endroit, j'ai pu mettre mon travail en avant. Le renforcement de la communauté, donc c'est de créer un bon esprit au sein de l'équipe pour qu'il n'y ait pas par exemple des compétitions dans l'équipe. Des fois on a des leaders qui créent ça dans les équipes. Ils mettent les gens en compétition et du coup l'équipe n'est plus solide parce que chacun voit l'autre son concurrent et ça détruit l'équipe à la fin. Et enfin la dernière compétence, c'est les règles du leadership, c'est créer une ambiance chaleureuse et accueillante. Encourager les gens à partager leurs opinions. Là, je vous ai parlé de celui qui s'oppose, de celui qui suit, celui qui propose l'idée, celui qui facilite. Encourager les gens à partager leurs opinions, leurs idées, leurs points de vue. Les écouter sincèrement, pas faire seulement de les écouter. Et puis, échanger sur ces idées. Apprendre à connaître les gens. Et pour connaître les gens, il faut se connaître soi-même. Si tu connais ton tempérament, tu connais les règles des tempéraments, tu peux savoir dans l'équipe à peu près le tempérament des gens avec qui tu travailles et t'orienter en fonction de ça. Communiquer clairement, éviter les confusions et être conscient de ce que vous-même vous êtes et de ce que vous pouvez apporter à l'organisation par rapport à vos compétences, vos talents et votre tempérament. À la fin, on est vraiment à la fin de la session. Est-ce que vous comprenez la différence entre management et leadership? Après 1 heure, comment vous pouvez résumer ça? Oui, Roger. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. Il y a une définition, de ça. Voilà, voici ça disait que le management, c'est un ensemble de rôles d'outils et de techniques. On a corrigé peut-être
avec un ensemble de règles et autres. Le leadership, au-delà des tâches, c'est une vision, c'est un esprit, c'est un objectif plus grand que tu arrives à rendre à ta communauté, à ton équipe. Tu es prêt à prendre des risques pour atteindre la vision, tu encourages et tu supportes, tu motives. Et tu inspires également. Vous allez voir que lorsque on a fait des sondages, on a demandé à plusieurs personnes quelles étaient les valeurs qu'elles attendaient le plus de leur leader. Et la chose qui est revenue en premier lieu, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on attend que ce leader-là, il inspire la confiance ou bien qu'il soit honnête avec nous. Un leader qui n'inspire plus la confiance, il cesse d'être un leader. Parce qu'on se dit, ce gars-là, il peut nous prêcher quelque chose et après il fait autre chose. Donc, la confiance, trust, inspire la confiance, inspire la génération des idées et passer à l'action. Et si on arrive à croiser les deux, on aura l'accomplissement, pas seulement d'une tâche, mais d'une vision. Parce que le gars peut accomplir juste la tâche, mais derrière la tâche, c'est une vision. Si on arrive à mettre les deux ensemble, on aura l'accomplissement de la vision, on aura des ressources qui sont des équipes qui sont mobilisées, et puis une vision qui est comprise et mise en avant au sein de l'équipe. Donc, peut-être nous terminer avec cette dernière citation-là, après on va prendre des questions. Les grands managers sont des leaders, mais tous les leaders ne sont pas des managers. Les managers qui sont aussi des leaders inspirent leur équipe plutôt que la diriger. Ces équipes obtiennent de meilleurs résultats et ont le sentiment d'être co-créateurs de la solution plutôt que de simples exécutants d'un plan imposé et non collaboratif. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. Il y a un ensemble de liens que vous allez recevoir dans la documentation. Et si vous avez des questions, je suis tout de suite. Est-ce qu'on peut dire que le management est une déclinaison de leadership? Non. Est-ce qu'on peut dire que le management, c'est la mise en œuvre du leadership? Non. Je t'explique pourquoi je dis non. En fait, le leader, il ne va pas forcément diriger l'action, organiser tes tâches. On a même des leaders qu'on voit de loin, avec qui on ne parle pas. Mais on les entend, par exemple, je pense que si on vous pose une question aujourd'hui, est-ce qu'il y a un leader que tu connais, que tu vois de loin, mais qui t'inspire, que tu suis? Et ça répond comme ça. À qui tu penses spontanément? Ça, c'est une question. Il y a des gens, des fois, comme ça, qui nous inspirent, qui nous motivent. C'est des leaders qu'on suit. Oui, Mac, tu as un exemple comme ça? Oui, à chaud, on le dirait toi. Ah bon? Ouais. Mais il était pas d'accord? Non, mais en fait, à force d'être tutoyé, voir des prises de décision, ta manière de faire, ça inspire. Donc, tu vois, c'est un exemple. Moi, il ne manage pas mal. Je ne suis pas son boss. Moi, c'est mon boss. Non. C'est mon directeur commercial. Mais tu vois, je ne le manage pas. Et je n'ai pas besoin de manager aussi. Tu vois. Par exemple, moi, je vois aussi, quand je prends par exemple, honnêtement, moi, il y a quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. C'était Obama. Tout simplement par sa capacité à convaincre. Et quand Obama rentre dans une salle, quand tu vois ses prises de parole au public, mais tu es convaincu, tu tombes. Tu peux ne pas l'aimer, mais quand tu l'entends parler, quand tu comprends ce qu'il dit, c'est tellement clair. Comment tu peux être contre ce gars-là? Même quand il fait les débats, il faisait les débats pour la présidentielle, c'était clair et net. À chaque prise de parole, clair et net. Mais il ne me manage pas, il n'a pas d'influence sur moi. Mais pour moi, c'est un leader que j'apprécie. Tu vois. Il y a plein de cas comme ça. Des fois aussi dans les entreprises, on a des gens qu'on voit de loin, on a des DG, par exemple, il y a qui d'autre encore? Même au Côte d'Ivoire, je pense qu'on a des exemples. Moi, quand je vois par exemple Diabo, c'est quelqu'un qui m'inspire. Comment il a pu créer NCA? Bon, NCA, pour moi, ce n'est pas la meilleure des banques. Mais, en tout cas, c'est un grand groupe.
C'est un très grand groupe. C'est le gars qui va chanter à la chorale. Apparemment, à Blocos, là-bas, il est dans la chorale, il chante. Il n'a pas de problème. Quand tu vois le leadership, c'est pas forcément ce lien là direct du management. Moi, peut-être Daniel Agri. Daniel Agri, voilà, vas-y, partage un peu. Bon, Sika Finance, bon, avec son. Je pense que 2021, c'est un DA de l'investissement à la BFM, où il explique, il montre en fait comment l'inflation peut agir sur le coût de la vie. Et en fait, à l'entendre, ça te donne en même temps la volonté de vouloir vraiment s'inscrire dans sa manière de penser, de pouvoir en même temps aller ouvrir un compte type certainement dans ce domaine-là. En tout cas, pour moi, avec son parcours aussi qu'il explique généralement quand il prend la parole, son parcours à Londres, je pense. Il était à Londres, comment il a souffert, comment il a travaillé dans les restaurants, et voilà, ça motive et puis voilà, ça donne en fait une certaine motivation à ne pas en fait baisser les bras et à poursuivre son objectif. En fait. Mais est-ce que tu le connais? Non. Tu as déjà parlé avec lui? Jamais. Tu vois, c'est un peu ça. Vas-y, il y a deux questions. C'est bon? Ok. Voilà. Moi, il y a une question. Oui. Je voulais savoir juste, qu'est-ce que, par exemple, un chef d'entreprise, c'est forcément un leader? En réalité, pas forcément. En réalité, pas forcément. Normalement, quelqu'un qui a pu se glisser jusqu'à être chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est au-delà d'un bon manager. C'est quelqu'un certainement qui a développé une compétence en leadership et tout. Mais tu peux avoir des cas de figure où il y a des gens qui sont entrepreneurs, qui ont lancé leur entreprise, qui sont chefs d'entreprise, ne sont pas forcément des leaders. Il y en a même qui sont de très mauvais chefs d'entreprise. Mais c'est lui qui est le boss, c'est lui qui a créé son entreprise. On n'a pas le choix. Mais les chefs d'entreprise, quand même. Mais par contre, quand tu prends nos structures en général, avec tous les filtres qui sont faits, parce qu'à chaque fois, normalement, c'est des appels à candidature, on essaie d'analyser plein d'aspects avant de te faire passer. Ça, dans ces gens d'entreprise, normalement, c'est bien fait. Mais quelqu'un qui se lève dans son business peut ne pas forcément être un bon leader. Pas du tout. Et le dicton qui dit en fait qu'on est leader, c'est-à-dire on ne devient pas leader, mais on est leader. Qu'en est-il de ça? Parce qu'en fait, de ce que à travers ces différentes séances-là, ça nous donne de pouvoir quand même aspirer à en fait à la capacité d'être un leader. Mais est-ce ceux qui disent en fait qu'on est leader ne devient pas leader, est-ce que c'est pas un moyen de décourager ceux qui aspirent en fait à devenir leader? Ouais, moi je pense que la question est bonne aussi. Ceux qui disent qu'on est leader ne deviennent pas leader, pour moi c'est faux. Parce que comme on a commencé avec la première masterclass, le colérique, c'est quelqu'un, lui, il a spontanément là, il veut être devant. C'est-à-dire, en fait, élection de chef de classe, sa main est déjà levée. Parce que lui, il aime prendre les devants. C'est son tempérament, c'est son inclination naturelle. Et comme on l'a dit le matin, tu peux être né avec un tempérament, par exemple, mélancolique ou bien phlegmatique, mais en grandissant avec l'éducation, en te confrontant à la réalité du monde, tu travailles sur ta personnalité, ton caractère. Donc ton tempérament naturel qui était mélancolique reste, mais tu mets au-dessus une couche de caractère qui te rend leader, même colérique. Et l'exemple a été donné par Alfred de Martin Lafferkin. C'est un gars, franchement, qui a marqué l'histoire des États-Unis. Et il nous a dit ce matin qu'il était mélancolique. Mais comment ce mélancolique-là a fait un discours en 1963 qui a créé en 1965, d'abord on l'a tué, parce qu'on a trouvé que les gars faisaient trop de bruit, il allait créer un soulèvement populaire, on l'a tué, et en 65, 2 ans plus tard, ils ont signé le décret qui a permis aux Noirs d'avoir les mêmes actes civiques que les Blancs. Et ça, c'était ce qu'il était en train de dire en 63. Et c'est pas fini, hein. Des années plus tard, les gars qui l'ont tué ont fait un monument en son honneur. Aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de jours fériés. Mais le jour de Martin Luther King, c'est un jour férié aux États-Unis. Ils appellent ça Martin Luther King Day. Et après ça, c'est parce qu'il a fait ça qu'il y a eu un président noir qui a été élu. Et c'est un gars, si on veut suivre le raisonnement, il n'était pas libre leader, puisqu'il était mélancolique. Le mélancolique, il ne va pas se mettre devant. Il est dans son coin, il a ses idées. Mais c'est le contre-exemple parfait.
Donc si quelqu'un te dit ça encore, il faut lui parler de cet exemple-là. Maintenant, un leader qui n'arrive pas à atteindre ses victoires, lui à tout moment il peut convaincre les gens. Mais dans sa manière de convaincre, là, les résultats ne sont pas positifs. Mais il a toujours la capacité à convaincre. Est-ce qu'il peut être considéré comme un leader? C'est un leader. Mais sauf que c'est dommage pour le. Mais dans des leaders comme ça, ça va faire penser à quelqu'un dont je ne vais pas dire le nom. Un homme politique célèbre qui arrive à drainer les foules. Mais à la fin, ils ne s'en sortent pas. Il y a des gens comme ça, il a dit, ils sont forts, ils savent te convaincre et tout. Mais à un moment donné, là, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se détourner de lui. Parce que la confiance, ils vont perdre confiance. Parce que comme on a dit, le leader, là, c'est orienté vers une action, vers un résultat. Mais toi, tu parles seulement, tu ne fais pas. À un moment donné, là, les gens vont commencer à se décourager. Il aura toujours ça, cette capacité à mobiliser, mais les gens vont commencer à se décourager parce qu'il n'y a pas de résultat. Il y aura aussi des gens qui vont rester malgré tout. Il y a des gens, quand on a fait le modèle, là, follow, oppose, move, il y a des gens qui vont toujours le follow. Même s'il n'y a pas de résultat, mais il y a d'autres, à un moment donné, ils vont se réveiller, ils vont dire ça n'avance pas notre affaire là, et puis on va aller ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir à la fin la combinaison des deux, leader et manager, vraiment pour atteindre ce changement qu'on veut et qu'on prône au sein de la communauté. Moi j'espère que vous serez des leaders et managers où vous êtes. Même si vous n'êtes pas chef, même si vous n'êtes pas directeur, dans votre environnement où vous êtes là. Quand on prend tous les gens qui sont là, quand on dit Enoch, on sait que ce gars-là c'est un leader. Quand on dit Mike, bon Mike lui c'est déjà un boss. Là il n'y a pas de problème. Quand on dit Mike, on dit c'est un boss, mais en plus d'être un boss, c'est notre leader. Voilà, c'est ça l'objectif de la séance. Si c'est rentré, je merci. Oui, ils sont faux jours. Je vais vous envoyer ça dans le bureau. Merci. Merci à vous. On va prendre la petite photo de famille et puis on se donne rendez-vous dans. C'est pas la prochaine séance? C'est le 13 juin. Le 13 juin. Éducation financière, il ne faut pas l'oublier ça. Celui qui a venu faire cette masterclass là, il va vous donner les topos. On aura des rappels sur le groupe. Oui, on a des rappels. Ok, on y va. Théo, tu es ici? Ah bon? Oui. Oula. C'est que tout le monde monte, non? Oui. Ah, c'est bon. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bon. Fais le professeur. Non, c'est Non. Merci, merci. Bon, je ne sais pas, il y a des jus, il y a des sodas. On va vous donner ça aussi. Donc, rendez-vous le 13 juin. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui veulent le voir, vous bien répondrez aussi, c'est possible. Allez. Au revoir. Le 13. Ouais, rendez-vous le 13. Ouais, j'ai fait des annonces, mais je n'étais pas comme c'était déjà après Patrice. Mais bon, ouais, ça, peut-être les chiens. Mais j'ai pu voir, il y avait un tout ce groupe-là du bureau là. Il fait chez Roma, c'est pas apparemment, il y a un qui vous êtes venu comme ça. Non, mais ça, tout ce que j'ai fait avec nous, c'est qu'on a dit que je suis pas là. Je vais
Ça continue. Tout mes gars. Ouais. Ah, vous êtes la même pour moi. Ouais, ouais.